Je m'appelle Alder Bandeau, je suis chargée de recherche CNRS à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie, dont certains ont déjà parlé ici. Donc nous allons parler plutôt d'agriculture ici. Donc là, je montre un schéma qui a été présenté par l'INRAE, l'Institut national de la recherche agronomique, qui définit la santé globale, hein, la santé IMIC, une seule santé, qui nous place à l'interface de la santé de l'humain, de la santé des animaux et de la santé de l'environnement. Et on ne peut pas être avec l'idée, quoi, on ne peut pas être l'humain ne doit pas être en bonne santé si son environnement, si les animaux autour de lui ne sont pas non plus en bonne santé. Alors, quand on pense à l'environnement, c'est la ville ou ici, ça va être la nature où vous allez aller vous promener, mais c'est aussi bien évidemment l'agriculture, hein. L'agriculture couvre une énorme surface de la planète. Pour la France, on a plus de la moitié du territoire qui s'appelle la surface agricole utile. Et pour les animaux, mais je vais vous demander, là je vais vous poser une question. Si on se pense seulement aux mammifères sur la Terre et qu'on classe les mammifères en 3 groupes, les mammifères sauvages comme l'éléphant, les mammifères domestiques comme le petit veau et les humains, quels sont ceux qui sont le plus présents sur la planète en poids, hein, vraiment en masse? La planète est couverte par quoi si on regarde les mammifères? Voilà, les animaux domestiques, hein. Les animaux domestiques, c'est de loin ce qui représente la plus grande masse des mammifères. Bon, ben pourquoi? Parce que vous avez au milieu la courbe de la croissance de la population depuis le XXe siècle qui a énormément, qui a énormément explosé, avec en même temps une augmentation de la richesse qui a fait que les gens ont commencé à manger de plus en plus de produits animaux voilà, donc les mammifères domestiques dominent. Et par ailleurs, puisque l'agriculture prend de plus en plus de place, il y a de moins en moins d'habitats pour les mammifères sauvages. Par ailleurs, on les détruit pour diverses raisons. Donc voilà, c'est 3 fois rien. Ah, c'est très peu. Donc juste pour reprendre la place de l'agriculture sur la planète, hein, ici, vous voyez tout ce qui est en couleur vert, c'est dominé par des cultures. Tout ce qui est en couleur orange, c'est dominé par de l'élevage. Il va rester ce qui est en gris foncé, soit il fait trop froid, soit il fait trop sec, donc il n'y a rien du tout. Vous avez beaucoup de végétation naturelle uniquement dans les zones boréales ou dans les zones tropicales. Alors, donc on va parler des liens entre agriculture et santé. Le système agricole, on va voir, ça concerne à la fois le paysage agricole et les pratiques agricoles. Ça va impacter la santé des sols, la santé des écosystèmes aquatiques, la qualité des produits alimentaires, donc la santé humaine. Ça, je ne vais pas du tout en parler parce que ce n'est pas du tout mon domaine, je ne travaille pas du tout là-dessus. Et ça impacte aussi, bien sûr, la santé des populations agricoles et des riverains. Alors, les différents systèmes agricoles, là, vous avez des photos de différents systèmes qui sont partagés en 2 gros scopes, avec du rouge et du bleu. Alors, qu'est-ce qui les différencie, les bleus et les rouges, très rapidement? Je pense. Une mais voilà, exactement. Alors, voilà, très bien. Ce qu'on appelle agriculture intensive, qui est en rouge, que ce soit pour les poulets, ça c'est en bas à gauche, c'est les celler en Espagne, et c'est de la plasticulture, et puis bon, voilà. Alors, c'est une bonne. Bon, oui, on reviendra sur le nom de intensif. Et donc, ça va impacter la santé des sols. La santé des sols, ça peut être défini par la capacité du sol à fonctionner comme un écosystème vivant, vital et qui maintient ses fonctions. Et vous avez ici dans la photographie où quelqu'un montre 2 morceaux de sol qui ont été pris, c'est en Occitanie, dans 2 champs qui sont pas du tout loin l'un de l'autre. Simplement l'un à gauche, avec ce sol très clair qui a l'air vraiment juste un peu caillouteux, enfin comme un bloc là. C'est en agriculture. Alors, vous avez dit intensive, on peut dire, enfin, on utilise le mot conventionnel, etc. Et à droite, par contre, c'est un sol qui est cultivé en agroécologie. On va expliquer un petit peu de quoi il s'agit. On peut aussi comparer ceci comme on a à gauche un sol qui est dégradé et à droite, on a un sol en bonne santé qui contient une riche biodiversité. Les pratiques agricoles, hein, elles affectent les propriétés
physique, chimique et biologique du sol. Ça a un impact sur le fonctionnement, ça va avoir un impact sur la fertilité. On va en dire quelques mots. De nouveau, si vous prenez des morceaux d'un sol issu d'agriculture conventionnelle et que vous le trempez dans l'eau, eh ben, il ne se tient pas, c'est la photo de gauche. On a l'irréstabilité des agrégats du sol. Lorsque vous prenez un morceau de sol issu de pratiques plus agroécologiques, plus écologiques, vous avez une bonne stabilité des agrégats du sol. Donc, représentons le système agricole classique européen actuel, intensif, mais intensif en quoi? Conventionnel, industriel. Enfin, moi, je vais te parler d'agriculture industrielle. C'est un système qui utilise énormément d'intrants externes. On va avoir des grosses machines, on va avoir beaucoup de produits de synthèse, de produits chimiques, que ce soit pour la fertilisation du sol, que ce soit pour protéger les cultures, enfin ce qu'on appelle les produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques, en gros les pesticides. Et ce système-là, il produit, évidemment, c'est ce système qui a permis l'immense augmentation de la productivité agricole dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais donc, on va dire ça s'arrête en ce moment. Il produit énormément d'externalités négatives. Alors, si on parle du sol, exemple d'externalités négatives pour le sol, eh bien, en haut, vous avez, c'est un champ de vigne, pas très loin de pavillon, dans des endroits peintus. Lorsque vous avez un système, ça arrive beaucoup dans les cultures pérennes, comme la vigne ou les arbres fruitiers, où on laisse le sol nu entre les arbres en territoire un peu accidenté, eh bien, vous avez facilement des pertes d'érosion, des pertes de sol, c'est-à-dire de l'érosion. Ceci va aller en augmentation, d'ailleurs, avec l'augmentation des événements extrêmes, des pluies de plus en plus fortes dues au changement climatique. Ce système classique, il utilise aussi souvent il fait du labour profond qui peut, pas toujours, mais qui peut engendrer une dégradation du sol. C'est la photo que vous voyez à droite, vous avez un sol qui n'est plus capable d'absorber l'eau. Et aussi, vous avez une perte de biodiversité du sol. On y reviendra. En comparaison, les autres photos qui étaient en bleu, là, donc vous avez des images de systèmes qu'on va dire agroécologiques. Qu'est-ce que vous voyez? La différence tout de suite que l'on voit, c'est que, pour commencer, on a une très grande diversité, on a des mélanges à l'intérieur même des parcelles, et on n'a plutôt pas de sol nu. Et dans ces systèmes-là, on va utiliser beaucoup moins d'intrants externes parce que l'on va faire en sorte que les fonctions qui permettent la production agricole soient produites par l'écologie. Donc, en fait, ce système-là, il est intensif. Il est intensif au niveau de l'écologie. C'est une agriculture qui est écologiquement intensive. Vous allez avoir une production agricole qui va être plus ou moins forte, il y a des tas de comparaisons, mais surtout, vous allez avoir beaucoup moins d'externalités négatives parce que, comme vous utilisez entre autres beaucoup moins de produits chimiques alors si on parle du sol, comme vous allez beaucoup moins labourer votre sol, vous détruisez moins ce sol. Et ce qui fait que vous permettez à votre sol de rester très riche en biodiversité. Le sol est un immense réservoir de biodiversité. Si vous prenez simplement 1 cm3 de terre, donc c'est vraiment minuscule, vous allez avoir jusqu'à 5 km de filaments fongiques. Alors, on voit en haut à droite alors, les filaments fongiques qui sont invisibles à l'œil nu, c'est simplement, comme ils sont souvent collés, si vous vous promenez en forêt et que vous soulevez un peu tout ce qu'il y a sur le sol, vous pouvez les apercevoir. Et c'est donc 5 km dans 20 cm3, c'est vraiment beaucoup. Vous imaginez tout ce que le domaine du sol qui va pouvoir être exploré par ces bouts de champignons. Vous avez des millions, voire des milliards de bactéries, des protozoaires, des nématodes, collemboles, insectes, etc. Et puis vous avez aussi, bien sûr, les vers de terre. On a 2 à 3 tonnes par hectare de vers de terre
qui sont les ingénieurs du sol. Donc, quand vous ne détruisez pas votre sol, vous permettez à toute cette vie de faire fonctionner une agriculture grâce aux fonctions écologiques. On va voir ça. Alors, attention, hein, le sol qui est nécessaire pour l'agriculture, eh ben, c'est une très très longue formation. Et, il faut plus de 100 ans pour fabriquer 1 centimètre de sol. Par contre, eh ben, le sol il est formé grâce à l'association entre les matériaux organiques qui viennent d'en haut, qui se mélangent avec la dégradation des minéraux. Et vous avez ce qui s'appelle un complexe argilo-humique qui permet à la fois de retenir l'eau et de permettre l'habitat de tous ces micro-organismes qui le font fonctionner. Mais évidemment, on a une très rapide destruction. Donc, il faut vraiment garder le sol. Juste un exemple des bénéfices pour la production agricole de la biodiversité, d'un sol qui a gardé sa biodiversité. Ce sont toutes les symbioses entre la plante et les bactéries ou les champignons. Hein. Et donc, la plante les accueille et les nourrit. Et les bactéries ou les champignons vont transmettre des nutriments et de l'eau à la plante. Alors, à gauche, on a l'exemple que vous connaissez sûrement, hein, c'est la symbiose rhizobienne, c'est-à-dire sur les légumineuses, sur les racines des légumineuses, on a des petites nodules sur lesquels se fixent les bactéries fixatrices de l'azote atmosphérique N2. Alors, on a vu précisément que l'azote atmosphérique, c'était la plus grande part de ce qu'il y a dans l'atmosphère. Mais de fait, il y a très peu de plantes qui sont capables de l'absorber directement. Les plantes ont besoin d'azote, ça c'est clair, mais la plupart du temps, elles utilisent des sels minéraux, des nitrates, etc., qui sont dans le sol. Il n'y a que les légumineuses, grâce à cette symbiose avec des bactéries fixatrices d'azote, qui peuvent absorber directement l'azote atmosphérique. Une autre symbiose intéressante, là cette fois-ci c'est avec des champignons, ce sont les symbioses mycorhiziennes alors on va voir. Alors évidemment, elles permettent, comme je l'ai dit, vous avez ces filaments de champignons qui vont très profondément dans le sol, qui vont aussi aller toucher se connecter à d'autres plantes. Donc vous avez vraiment un transfert d'éléments entre les plantes qui peut être bénéfique. Alors, les champignons mycorhiziens sont évidemment plus présents sous semi-direct. Le semi-direct, c'est lorsqu'il n'y a pas de labour ou alors du labour réduit. Hein. On ne détruit pas ce qu'il y a dans le sol. Et pourquoi c'est utile ? Eh bien, puisque l'on permet, entre autres, d'accéder à l'eau on a pu observer qu'on avait une amélioration de la résistance, par exemple, une amélioration de la résistance du trèfle au déficit hydrique en zone aride à l'aide des champignons mycorhiziens. Hein. On a fait différents tests ont été réalisés avec équipements. Bon, je cherche un pointeur, oui, c'est une option, d'accord. Dans un cas, par exemple, on assèche un petit peu le sol, on a pu, oui, merci beaucoup. Voilà, 75% de la capacité au champ, et on voit que toutes les trèfles qui ont une symbiose mycorhizienne, ils ont une surface foliaire beaucoup plus forte que le témoin où on a juste le trèfle sans symbiose mycorhizienne. Et lorsque vous avez un assèchement beaucoup plus fort, eh bien, alors tout est plus réduit, bien sûr, mais la plupart du temps, la symbiose mycorhizienne vous permet de mieux pousser, sauf dans le dernier cas. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'était pour le sol. Pour l'eau, eh bien, évidemment, dans un système classique où on utilise énormément d'intrants chimiques comme les fertilisants azotés, eh bien, on peut avoir, pas toujours, hein, mais on peut avoir une pollution de l'eau par les nitrates. Donc là, vous avez la photo classique des algues vertes en Bretagne.
On a de l'eutrophisation, donc des algues vertes, donc de l'émission de sulfure d'hydrogène qui peut conduire à des décès d'animaux, voire d'humains. Hein, ça l'était absolument acté. Ensuite, toujours du fait de ces nitrates, mais aussi du fait de l'utilisation de pesticides, eh bien, on a la pollution de l'eau des zones de pertage d'eau potable. Alors, il y a de plus en plus d'agences qui permettent d'accéder en ligne à des cartes où on peut voir où est-ce qu'on a plus ou moins de pollution par différents éléments dans l'eau potable. Alors, c'est pareil. Lorsque l'on passe alors ici, c'est un travail de modélisation qui a été réalisé par des collègues parisiens, calculé en fonction des systèmes agricoles utilisés, la pollution au nitrate et le potentiel d'eutrophisation qui arrive à l'embouchure des différents fleuves dans l'océan Atlantique et dans la Manche. Donc à gauche, c'est le système de référence actuel. Bon, on a de fortes valeurs. Par contre, là, les scientifiques ont réalisé un travail de modélisation d'un scénario agroécologique. On pourra discuter de qu'est-ce que ça veut dire un scénario agroécologique, mais en particulier, on réduit, voire on supprime les fertilisants chimiques, on transforme les systèmes agricoles en remettant des légumineuses, etc. Et le résultat est que vous avez un potentiel d'eutrophisation, il s'est calculé pour 2050, qui est beaucoup plus faible pour toutes les embouchures, à part, vous pouvez juste faire un commentaire, pourquoi pour la Tamise on reste fort? Eh bien, c'est un peu logique dans un sens. Tous les bassins versants, là, en France, ils couvrent des grandes surfaces agricoles. Donc, c'est l'agriculture qui est vraiment le premier facteur de cette pollution en nitrate. La Tamise, pour commencer, c'est un petit bassin versant qui est essentiellement urbain. Hein. C'est Londres, qui est une ville immense. Et donc là, les nitrates qui arrivent dans l'eau ne proviennent pas vraiment de l'agriculture. Ensuite, alors, maintenant, pesticides et santé des populations agricoles et des riverains. Alors, ce n'est pas mon domaine, mais je fais juste un bilan de ce qui est dit. Hein. Donc, c'est un sujet, évidemment, qui est très discuté dans les médias. Que disent les études? Eh bien, il y a suffisamment d'études. J'ai pris des exemples de papiers assez récents, mais on en trouve beaucoup d'autres. On a des liens avérés entre exposition aux pesticides et leucémie, lymphome, cancer colorectal, maladie de Parkinson, etc. Là, il y a un rapport récent de l'ANSES et Santé publique France qui montre une surexposition aux pesticides des personnes vivant près des vignes. Ceci étant, ce qu'il montre, c'est juste la surexposition aux pesticides. L'impact de ceci sur la santé n'est pas du tout évalué. C'est pas calculé. Donc, ceci, c'est connu quand même depuis assez longtemps. Hein. J'ai d'ailleurs un collègue ici, un collègue de l'INB, Hervé Macari, qui travaille sur le chlordécone aux Antilles, plutôt sur la partie impact sur l'environnement, l'eau, les sols, etc. Ça fait longtemps que ces choses sont connues. Donc, il y a eu déjà depuis presque 20 ans des objectifs politiques de réduction des usages et des risques. Mais on peut dire, le premier plan éco-phyto, c'était le Grenelle de l'environnement en 2008. On a dit qu'on allait réduire de 50% en 10 ans l'usage des pesticides, si possible. Bon, ça n'a pas marché. Et donc, en 2015, il y a eu un plan éco-phyto 2. On a juste changé l'échéance 2025 et le mot possible apparaît 36 fois. C'est-à-dire vraiment, oui, c'est juste... c'est une intention, en fait. Voilà, c'est tout. C'est pas tellement prévu comment on va faire. Ensuite, l'Union européenne aussi, en 2020, avec la stratégie de la ferme à la fourchette, réduire de 50% l'utilisation des pesticides chimiques en général et les risques qui leur sont associés d'ici à 2030. On est presque bientôt à 2030, on n'y est pas. La COP15 sur la diversité biologique à Montréal en 2022, réduire de moitié au moins le risque. Alors là, on s'est mis à parler du risque. On passe de l'usage au risque. C'est quand même intéressant parce que ça veut dire qu'il faut trouver des indicateurs, d'une part, qui mesurent
l'utilisation vraiment des pesticides et d'autre part des indicateurs qui évaluent le risque associé. Tous les pesticides ne vont évidemment pas avoir les mêmes impacts toxicologiques. Et donc, il y a beaucoup de débats là-dessus, on n'est pas d'accord. Le gouvernement a demandé en 2014, c'est donc l'an dernier, une saisine de l'INRAE pour vraiment dresser un bilan des intérêts et lui d'un certain indicateur, de faire des propositions, de se concerter avec les autres pays européens. Enfin bref, on essaye d'avancer. Et ceci, c'est au niveau des lois, mais malgré tout, il ne se passe pas grand-chose. Et on est même, on peut dire, en ce moment, dans une période où, au contraire, on va pétrograder au niveau des lois. Et pendant ce temps-là, les agriculteurs, eux, travaillent, enfin, étudient, font des recherches, et les scientifiques aussi, bien sûr, sur le rôle que peut avoir l'agroécologie, comment l'agroécologie peut être une clé dans la recherche d'agriculture aux pesticides. Alors, l'agroécologie, les petits points que j'ai mentionnés jusqu'à maintenant, c'était effectivement, on a un paysage qui est déjà diversifié, et c'est une biodiversité qui est planifiée. C'est l'agriculteur ou l'agricultrice qui va décider d'utiliser diverses rotations, de mettre des prairies et des fleurs entre ces arbres, de mettre des animaux avec les arbres ou des champs au milieu des arbres. C'est ce qui s'appelle l'agroforesterie. Donc, on a une hétérogénéité du paysage. On va avoir une diversité génétique, plus d'associations, des rotations de cultures, etc. Bon, est-ce que ça suffit pour est-ce que ça suffit pour favoriser la biodiversité? Eh bien, c'est important, mais ça ne suffit pas, évidemment. Pourquoi? Et là, je montre des travaux anciens, je ne sais pas si, peut-être vous connaissez, à Rachel Carson, qui était une biologiste américaine, qui a été la première qui a montré l'impact négatif des pesticides sur la biodiversité. Elle a publié son livre en 1962 qui s'appelle « Printemps silencieux ». Pourquoi printemps silencieux? Eh bien parce qu'elle démontre que du fait de l'utilisation des pesticides, on a de moins en moins d'oiseaux et de moins en moins d'insectes dans les champs. Et je cite ce terme « printemps silencieux » parce que ce terme, il a été repris en 2018 par le communiqué de presse du CNRS lors de travaux qui ont été réalisés en France. Dans l'ouest, plaine Val-de-Sèvres, il y a une zone atelier sur des espaces, des grands agrosystèmes avec des écologues qui ont montré que, on avait une grande perte d'oiseaux des champs, l'alouette des champs, la perdrix rouge. Et aussi, alors ça c'est pour les oiseaux, donc ils ont appelé ça printemps silencieux dans les campagnes françaises, donc faire référence à ces travaux de Rachel Carson, et pour montrer comment c'était vraiment assez dramatique. Il n'y a pas que les oiseaux, aussi, ils ont mesuré qu'en 25 ans, les populations de carabes présentes sur la zone atelier de Chizé ont diminué de 80%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir une biodiversité indigène associée à mon système, à mon agrosystème, je dois combiner à la fois le dessin, le design du paysage agricole, mais aussi bientôt les pratiques. Si je mets plus de pesticides, etc., j'aurai forcément, je défavoriserai ma biodiversité. Et cette biodiversité indigène associée, elle peut être étudiée sur deux aspects. D'une part, elle va permettre la conservation d'une biodiversité spécifique. Et là, on répond à un enjeu de conservation. C'est-à-dire ici, on voit des messicoles, ce sont des fleurs qui sont associées aux cultures, qui sont là, c'est la période des moissons, et ces fleurs, elles ont été, à la fin du XXe siècle, en grande
en grande chute, enfin, en Europe et en France. Il y en a beaucoup en France, dans le sud-est, mais là aussi, il y a une grande chute de fait de l'intensification des pratiques. Et puis, bon, ça, c'est un vautour en Espagne, ça, c'est un pied lézard, etc. Mais, mais bien sûr, cette biodiversité indigène associée, et c'est ça qui nous intéresse pour faire fonctionner un système agroécologique, c'est qu'elle concerne, elle peut être vue comme une biodiversité fonctionnelle qui rend des services à l'agriculture. Et là, alors je montre 3 exemples. Elle va permettre de conserver des auxiliaires de culture qui vont participer à la lutte biologique, c'est-à-dire qui vont détruire les prédateurs de culture, enfin qui vont essayer, eh bien, tout ce qui se passe dans le sol. Et bon, la pollinisation, ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Donc ici, il s'agit de biodiversité qui concerne la durabilité de l'agriculture, donc entre autres la production agricole. Et là, on a vraiment un... plus vous allez avoir de biodiversité, plus vous allez avoir un système vivant, plus vous avez la chance de maintenir cet agrosystème en bonne santé. Alors bien sûr, il peut y avoir dans cette biodiversité des éléments qui vont être plutôt nuisibles, mais dans l'ensemble, ils vont être noyés. Enfin, la plupart du temps, il y a des cas où ça ne marche pas, mais la plupart du temps, c'est le côté de contrôle biologique qui va l'emporter. Alors, qu'est-ce que c'est contrôle biologique, C'est favoriser l'habitat des insectes auxiliaires des cultures. Ici, on va voir, par exemple, des larves de zirphes qui consomment des ravageurs de culture. Alors, je montre juste avant. Alors, il y a des travaux là-dessus depuis très, très, très longtemps. Ça, c'est un peu une revue de littérature qui vous montre quel est l'effet de la diversité des plantes dans des vergers. Quel est l'effet de cette diversité pour accueillir des auxiliaires bénéfiques qui vont me détruire mes pathogènes? Alors, tout ce qui est en vert, c'est positif. Donc, dans l'ensemble, on va dire c'est plutôt positif, mais c'est loin de marcher tout le temps. Bien sûr, c'est quelque chose de très, très complexe. Et les gens qui travaillent là-dessus ne vont jamais dire qu'il est facile de se passer de pesticides, pas du tout. Là, d'ailleurs, je présente des travaux qui ont déjà un an et demi d'une thésarde de l'IMBE, Ludivine Lafont, qui a... donc ça, c'est l'IMBE, on a plusieurs sites. Ça, c'est un site à Avignon, l'Université d'Avignon, le site Agroparc. Ils travaillent énormément en agroécologie. Et donc là, c'était le titre de sa thèse, caractérisation des relations trophiques des communautés de parasitoïdes et de cypres avec les plantes et les insectes ravageurs en verger et de pommiers. Alors, on peut voir que ce qui est en vert, c'est ce qui est positif. Donc, oui, préserver la flore spontanée et intégrer des aménagements fleuris dans les vergers, ça favorise les cypres aphidiphages et les hyménoptères parasitoïdes. Donc, vous avez plus d'auxiliaires de culture, donc c'est positif. Je vais trop loin, c'est trop long. C'est un peu long, d'accord, ok. Mais cependant, les effets de cascade sur la régulation des insectes ravageurs sont limités, ce qui souligne la nécessité de combiner d'autres approches. Donc tout ça pour dire que c'est pas simple. Alors, j'ai terminé, de toute façon, c'est bien. Donc, il me reste encore 3 diapositives. Donc là, ce dont j'ai parlé, c'est ces liens entre santé unique. Donc, on a un système agroécologique qui va avoir moins de pesticides et une biodiversité planifiée. Ceci, ça va impacter à la fois la santé de l'agroécosystème, ici, et la santé humaine de par la réduction des pesticides aussi. Mais, alors, je n'ai pas parlé de 2 choses qui sont... On peut pas basculer sur un système agroécologique sans parler non plus de l'alimentation. Et pour faire fonctionner un système agroécologique, on doit changer on doit avoir moins d'utilisation de produits animaux et plus de légumineuses. Et le dernier, c'est la connexion avec le climat. Un système agroécologique, de par
La réduction des émissions de gaz à effet de serre, j'ai pas eu le temps de parler de ça, mais on peut reparler à la pause si des gens ça intéresse, contribue à la fois à l'atténuation du et à l'adaptation au changement climatique, ce qui a des impacts positifs, sur la santé des agrosystèmes et sur la santé humaine aussi. Donc on relie à peu près tout. Voilà, je vous bon, c'est juste pour montrer que l'agriculture, c'est aussi des très beaux paysages, contrairement à des champs de monoculture. Merci beaucoup.